Bonjour Stéphanie. Bonjour Raminta. Merci d'avoir accepté de présenter nos enseignements de conservatoire et être accompagnante de ce beau enseignement qui procure l'équipe présente à tes côtés aujourd'hui. Eh bien, merci surtout de m'avoir invitée. J'avoue que j'ai une connaissance, ou plutôt une méconnaissance sur la musique, donc c'était d'autant plus intéressant pour moi de m'y plonger un peu. Et hier, en voulant préparer justement cette présentation, j'ai fait quelques recherches. Et si on n'a pas de traces écrites avant le Moyen-Âge, nous savons, grâce aux recherches archéologiques, la date des premiers instruments qui ont été trouvés. Je trouvais ça intéressant de savoir quand a commencé la musique, comment l'homme s'est un jour dit je vais faire de la musique. Donc les premiers instruments qui ont été retrouvés datent de moins 46 000, donc de l'époque préhistorique. Et les hommes préhistoriques s'inspiraient des sons divers qu'ils entendaient dans la nature pour communiquer. Ensuite, ils ont cherché à imiter les bruits en créant des instruments avec des roseaux, des os évidés et des peaux d'animaux. Ainsi, la musique a précédé le langage parlé. Avant l'écriture, le chant a servi à transmettre l'histoire collective et les légendes, la structure des chants et des poèmes facilitant la mémorisation. On a un bel exemple avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et aujourd'hui, la musique, elle accompagne nos vies. Elle souligne nos souvenirs, elle nous invite au rêve du monde d'après. Et je pense qu'on en a besoin. La musique est la littérature du corps et de l'esprit. Elle commence là où le langage se perd. Ce n'est pas moi, c'est de Lamartine. Je me permets de te corriger, c'est la littérature de cœur et de l'esprit aussi. De cœur et de pas l'esprit. Que de corps. De cœur et de l'esprit aussi. En tout cas, voilà, je trouve ça intéressant de mettre en perspective d'où venait la musique et d'où étaient créés les instruments et pourquoi on a besoin de chanter. Voilà, pourquoi l'homme a besoin de chanter. Alors, Raminta, après cette petite introduction, pouvez-vous en quelques mots vous présenter et quelles sont vos missions au sein de ce conservatoire d'agglomération ? Je suis professeure de piano, comme d'ailleurs quelques collègues sont présents ici avec nous. Et depuis janvier 2021, président de l'agglomération, Richard Stambion m'a demandé de prendre en charge la mission de direction par intérim, qui j'assure jusqu'au fin de année scolaire actuellement en cours. Et Raminta, quels conseils donneriez-vous aux élèves et aux futurs élèves du conservatoire, j'espère qu'ils seront nombreux, pour apprécier les arts enseignés au conservatoire ? Là, j'aurais besoin peut-être de l'aide de nos enseignants, parce que chacun a ses conseils à donner, effectivement beaucoup plus précis et techniques. Mais pour englober peut-être nos enseignements spécialisés, parce qu'on est quand même dans un établissement d'enseignement artistique spécialisé, nous suivons un schéma national d'enseignement avec 2 cycles d'enseignement en certifiant, on appelle, en premier et 2e cycle. Et là-dedans, on fait en fait, on reconnaît les jeunes talents, on les guide, on les forme, et surtout on les forme pour réaliser le rêve de l'homme, réaliser le présent. Parce que la musique, l'art de la musique, comme de la danse et comme les arts, tous les arts de spectacle vivant, nous permet depuis bien longtemps, comme tu as bien dit, de saisir l'instant présent et de ponctuer le temps. Et ce travail-là se déroule effectivement avec des enseignements de formation musicale, culture musicale, l'enseignement des instruments, de danse, de théâtre, et nous permet de les sensibiliser, les jeunes et moins jeunes, parce qu'on en a des élèves de tous les âges, à cette présence scénique qui ponctuait forcément, avec grand savoir, de dérouler le temps devant le public. Quel est vous parlez des âges, quel est le plus jeune élève du conservatoire ? Quel âge le plus jeune élève du conservatoire ? Je ne pourrais pas dire concrètement, mais je pense qu'on accueille, et il y a les exemples de tout petits, de 3 ans, en méthode Suzuki. Voilà. Mais sinon, le cycle certifiant dans les schémas nationaux, on commence à partir de 5 ans. Ok, à partir de 5 ans. Et le plus âgé sans vexer ? Je pense, là, il n'a pas de... Il n'y a pas d'âge. Il n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On a des élèves, d'ailleurs, très anciens élèves. Oui. Ceux qui continuent
être nos vertèbres de certaines activités parce qu'ils ils font ça par leur passion pure. C'est pas du tout, ils se forment pas du tout pour devenir professionnels parce qu'ils ont déjà leur métier ou même ils sont déjà retraités. Et on s'appuie beaucoup sur eux dans certaines activités comme musique actuelle, jazz par exemple. D'accord. En tout cas, ils peuvent commencer à partir de 3 ans à s'initier, et ça c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement l'enseignement du conservatoire ? Oui, je pense que c'est possible. Rapidement, peut-être pas, parce que tout est décliné sur le site Culture André Seigny et ce sera bien plus précis et associé avec l'enseignement de discipline. Mais en quelques mots, notre établissement offre un enseignement artistique spécialisé, comme je disais, dans les domaines de musique, de théâtre et de danse. Il est accessible à tous les publics, indépendamment de leur âge, comme on vient de déjà, et même de leur lieu de résidence. Après, effectivement, la tarification est un petit peu différente si c'est des habitants de l'agglomération. Ok. Et alors, je pourrais préciser qu'il y a 7 sites. Exactement. Ça, c'est important. Le regroupement des écoles de musique est sur 7 communes. Il y a Draguignan, Le Muy, Trans-en-Provence, Vidauban, l'orgue, Salerne et Calas, qui rend l'enseignement donc plus cohérent, artistique plus cohérent et plus accessible pour chacun. Donc pour ça, il y a un seul et même contact téléphonique, c'est le 04 830 830 34 04 830 830 34. Donc ça, c'est important. C'est important. Après, on pourrait aussi dire peut-être un petit peu sur la vocation pédagogique. Et notre vocation pédagogique est surtout l'ouverture aux pratiques artistiques et dans les multiples formes. Mais effectivement, avant de sortir sur scène, on a besoin de former nos élèves, justement, de leur donner déjà le goût d'apprentissage, parce que ce n'est pas un domaine qu'on peut exercer tout de suite devant le public, parce qu'effectivement, il faut quelques savoirs. Et je pense que là, on aura besoin justement des interventions de nos enseignants, même quelques démonstrations qui pourraient nous éclaircir un petit peu sur le déroulement de ces enseignements. Eh bien, ça serait parfait. Donc, avant de passer à cette étape-là, je vais lister les disciplines qui sont enseignées, et elles sont nombreuses, et je pense que ça peut intéresser de savoir tout ce qu'il y a. Personnellement, moi, j'ai appris. Je ne savais pas qu'il y avait autant de disciplines enseignées. Donc, en instruments polyphoniques, il y a de l'accordéon, de la harpe, la guitare et l'orgue. Dans les cordes frottées, on a l'enseignement du violon, du violoncelle, de l'alto et de la contrebasse. Dans les vents, on a la clarinette, la flûte, le saxophone, la trompette, l'hautbois et le cor. Les voix et pratiques vocales d'ensemble, on a chant et technique vocale, on a chant lyrique, on a chant musique actuelle et on a les chœurs. Pour les pratiques d'instrumental d'ensemble, on a le choral des enfants, choral des adolescents, orchestre d'harmonie, orchestre à cordes, musique de chambre, divers ensembles instrumentaux. En culture et formation musicale, on a découverte, initiation et cycle de formation et culture musicale. En musique actuelle et jazz, il y a guitare électrique, guitare basse, batterie, chant, saxophone, flûte, clarinette, clavier et improvisation générale. On a aussi, et c'est très bien, des musiques traditionnelles, galoubé et batucada. En art dramatique, on a le théâtre. Et en piano, on a piano collectif, il faudra que vous venez nous expliquer un petit peu, piano accompagnement, improvisation, et en danse, on a de la danse classique. Donc on a quand même une offre qui est très très large. Je me permets de me glisser dans cette magnifique présentation. C'est vrai que là, vu comme ça, on a vraiment une très belle fourchette des enseignements et disciplines. On a depuis quelques jours un petit changement. Notre professeur de corps ne pourra pas être avec nous. Et je ne sais pas si on va pouvoir renouveler de l'entrée scolaire, mais évidemment, c'est un département en voie de développement, département des vents. Et ce qui concerne les pratiques instrumentales d'ensemble, effectivement, on a déjà les orchestres naissants, des tout petits orchestres de tout petit niveau on va essayer de sourcer pour cette année scolaire à venir avec les ateliers de Suzuki qui te seront présentés, j'espère, rapidement, avec tout petit premier niveau de premier cycle et évidemment faire grandir notre orchestre qu'on n'a jamais vu ici, encore orchestre symphonique, mais ça demande beaucoup d'années de travail. D'accord. Et je me permets aussi d'annoncer en ligne pour l'ensemble de nos
nos publics, c'est qu'on a quand même une nouveauté. On essaie de créer pour l'entrée le choral des enfants, maîtrise. Vraiment de faire une sélection selon les avis des professeurs référents, des enfants qui aiment chanter, qui aiment déjà naturellement chanter, même si c'est quand même quelque chose qu'on pratique dans toutes les classes, dans tous les enseignements. On va essayer de vraiment de les valoriser et les réunir autour des beaux projets à venir de notre conservatoire. Eh bien, c'est encore d'autres disciplines qui s'ouvrent pour les territoires de la Dracénie, pour les enfants et du territoire de la Dracénie qui ont beaucoup de chance d'avoir cet outil-là. Donc je pense qu'on va passer à l'écoute maintenant et des professeurs. Le plus beau instrument du monde, n'est-ce pas? Il faudra nous expliquer après, piano collectif, ça m'intéresse. Avec plaisir. Alors, donc c'est Corinne que nous allons entendre, qui est professeure de piano, qui va nous jouer un peu... Est-ce que Corinne souhaite d'abord jouer et Non, je ne joue pas, je fais une petite démonstration pour les enfants. Alors, ok. Une petite démonstration pour les enfants. Bonjour et bienvenue à tous nos futurs élèves de la classe de piano. Nous sommes 8 enseignants de piano et nous acceptons les enfants à partir de 6 ans, jusqu'à pas d'âge. Voilà. Donc, si tu t'inscris en piano, cher enfant, il faudra que tu possèdes un instrument à la maison, un piano ou au pire un piano électrique, mais avec beaucoup de touches. Voilà, pas le petit jeu que l'on offre à Noël aux petits. Ensuite, nous allons t'apprendre à quoi servent les touches blanches. Il y en a un paquet. Les touches noires, les pédales. Tu sauras situer un petit peu tes mains sur le piano. Tu sauras reconnaître un petit peu tes notes. Et puis, tu apprendras de jolis petits morceaux qu'il faudra travailler à la maison le soir. Voilà. Donc, par exemple, un petit morceau en chanson enfantine, tu dois connaître Petit escargot. En fin de première année, si tu as bien travaillé, tu seras capable de jouer la mélodie à la main droite et faire un petit accompagnement avec la main gauche. Juste quelques notes. On y va ? Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Deuxième année, troisième année, ton petit escargot aura pris un petit peu d'ampleur. Donc, on va rallonger un petit peu la main gauche, on mettra plus de notes, on va mettre une touche noire supplémentaire. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Oh, deux notes à la fin, un petit accord. Troisième, quatrième année, mon escargot a bien grandi. Il cherche à explorer le piano, toutes les touches. Donc, on va pouvoir même partir avec la main droite un petit peu plus loin. Et avec la main gauche, on peut jouer jusqu'à 3 notes en même temps. Et oui, si tu as bien travaillé, naturellement. Voilà, ça c'est un exemple. Bien sûr que tu ne vas pas apprendre Petit escargot toute ta vie, donc il y aura beaucoup d'autres morceaux intéressants, et puis on te demandera aussi ce que tu aimes pour te faire plaisir, et on ajustera l'apprentissage aux morceaux que tu aimes jouer. Et après tu feras des beaux concerts avec papa-maman le samedi soir à la maison. Voilà, à bientôt. Bravo. Merci Corinne. Merci, je vais avoir ça dans la tête toute la journée. Ça me permet d'enchaîner sur cette exigence présentée avec beaucoup d'humour et beaucoup de subtilité et douceur, exigence de non seulement de la concentration, n'est-ce pas? On a bien entendu le chant, le besoin de travailler, mobilisation de nombreux éléments aussi, parce qu'il y a et le clavier en préférence avec 88 touches, encore mieux un vrai piano acoustique, voilà, toutes ces choses-là, effectivement, ils sont nécessaires pour qu'on puisse amener notre élève futur pianiste qui présentera sûrement des répertoires beaucoup plus riches. Voilà.
Moi, j'ai noté les samedis soirs pour les parents. J'ai une petite fille de 4 ans, donc c'est ce que j'ai repéré. Je me suis dit, waouh. Ouais, et c'est vrai qu'il y a... Mais en tout cas, merci beaucoup. Oui, c'était très chouette. Est-ce qu'on aura l'occasion aujourd'hui, et j'espère dans plein d'autres occasions, des projets artistiques de professeurs et des élèves de découvrir la grande palette sonore de cet instrument, et je l'espère, parce que c'est vrai qu'il est incomparable grâce à tous ces nuances expressives qu'on peut transmettre grâce à ce roi des instruments, si je me permets. Je ne peux pas vous faire que des amis, Raminta, là. Et donc, du coup, je rebondis juste pour connaître qu'est-ce que le piano collectif, parce que moi, ça m'a vraiment interpellée. Oui, je pourrais très bien décrire la méthode que moi j'ai apportée au conservatoire, mais l'ensemble des professeurs enseignent déjà la pratique de piano à 4, à 6 mains lors de leurs cours de piano individuel. Ils rejoignent des élèves qui sont disponibles et qui veulent quand même s'amuser dans les morceaux de l'ensemble. Et les pianistes sont encore plus avides de cette pratique-là parce que sinon, on est toujours très très seul, hein, parce que l'instrument il est tellement riche voilà, on s'isole souvent. Et la méthode que j'ai apportée et que j'enseigne et que je propose, pour l'instant, la plupart de mes élèves le font. Et l'année prochaine, ça sera ouvert à l'ensemble des élèves de conservatoire. Et ça a été déjà d'ailleurs le cas de dernières années ici. C'est la méthode qui permet d'aborder le piano déjà ensemble, c'est-à-dire pas isolé, et surtout aborder l'improvisation. Ça veut dire de créer on appelle ça des plaques sonores, des cellules rythmiques, et voilà, et de développer plutôt la manière de jeu à l'écoute de l'autre. Très bien. Ce qui, pour les pianistes, c'est très important. D'accord. Alors maintenant, je crois que c'est Sylvie qu'on va inviter. Oui. Alors, Sylvie... Avec grand plaisir. Sylvie Alavena, notre professeure déjà de formation musicale, découverte et musique traditionnelle au Galoubet, oui, qu'elle présentera, je pense, elle-même très très bien. Et je te remercie d'être avec nous, Sylvie. Oui. Bel instrument. Nous aurons d'ailleurs plein d'autres... Bonjour. Bonjour, oui, Sylvie. Oui. Alors Sylvie, c'est vrai que le piano c'est assez connu, mais le galoubet tambourin, est-ce qu'il vous est possible de nous expliquer en quelques mots quel est cet instrument? Alors le galoubet à tambourin, c'est en fait un double instrument. C'est-à-dire que le tambourinaire joue en même temps de la main gauche du galoubet. Vous voulez que je vous tienne peut-être? Est-ce que tu veux que je te tienne le micro peut-être? Voici un galoubet, D'accord. donc toute petite flûte, avec uniquement 3 trous. Et de la main droite, on fait le tambourin. Ce sera plus simple que je montre après. Oui, voilà. On va faire ça. Mais Sylvie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Justement, je pense que tu fais la démonstration de cet instrument lors de tes cours de découverte de musique. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots? Qu'est-ce que c'est cet enseignement pour nos plus petits élèves au centre de conservatoire? Alors, la classe de découverte, elle se divise en 2. On a le cours découverte formation musicale qui permet de développer la sensibilité musicale des enfants par des jeux vocaux, des jeux rythmiques, des jeux corporels, du chant, des écoutes, plein de choses. Oui, très varié. Et ensuite, on a une deuxième partie, c'est la découverte instrumentale, où les enfants vont, avec le prof d'instrument, pratiquer l'instrument pendant plusieurs semaines. Donc du coup, moi, par exemple, j'accueille pendant plusieurs semaines des enfants et je leur fais jouer du galoubet. Et si je m'appelle bien, tu enseignes d'autres instruments dans la classe de découverte? Oui. Oui. Mais non, c'est le galoubet tambourin là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est galoubet tambourin. Voilà. Elle a mis la casquette galoubet tambourin. Ce que je voulais dire, il y a une richesse particulière de nos professeurs. Ils sont capables d'animer ces cours de découverte, en chant, en danse, en présentation d'instruments, et les enfants découvrent la richesse de nos enseignements grâce à nos collègues. Alors là, tu avais présenté donc le galoubet, Sylvie. Voilà. Et du coup, je te laisse terminer sur la partie présentation. Juste, je voulais montrer que galoubet,
le plus petit. Ah oui. Ensuite, il y en a donc dans d'autres bois, puis un petit peu plus grand. Okay. Et ici, donc celui-là, il n'est pas en bois, il est en PVC. C'est en Galoubet Renaissance. Galoubet Renaissance, ok. Voilà. Très bien. Donc il date vraiment, on en a retrouvé une copie, enfin non, on a retrouvé un original dans une épave en 1500. Ah oui. Donc on est sûr de sa forme, voilà. D'accord. Simplement, il n'y a pas de facteurs qui en ont fabriqué en bois. Donc voilà. Super. Très bien. Merci. Et le tambourin, donc là, pour le coup. C'est super. Alors nous avons entendu une belle démonstration, n'est-ce pas, de musique de Renaissance, de l'époque Renaissance, avec un instrument traditionnel. Et nous avons la chance d'avoir un autre professeur qui enseigne un autre instrument traditionnel, de musique traditionnelle, Batucada. C'est notre professeur de percussion et batterie, François Guinaud. Et voilà, si je fais une petite liaison entre ces deux pratiques, c'est que François proposera l'année prochaine, et j'espère vraiment qu'il trouvera du temps dans son emploi de temps, des ateliers de Batucada. Parce qu'on a réuni pas mal des instruments qui étaient éparpillés un petit peu sur les sites des écoles de conservatoires, et on aura une belle occasion de faire ces appels à nos élèves et à leurs familles, parce qu'on aimerait bien ainsi sourcer aussi leurs rencontres. Et si je parle de François Guinaud suite à musique traditionnelle, c'est aussi parce qu'il fait partie de plusieurs départements. C'est un professeur qui enseigne percussion. Il est du coup dans le département des polyphoniques. Il enseigne aussi batterie. Il est aussi fait partie du département de musique actuelle jazz. Et je dirais surtout, il guide et travaille avec notre orchestre d'harmonie. Qui malheureusement cette année avec la situation sanitaire n'a pas eu lieu, mais on espère vraiment de pouvoir vraiment réunir nos élèves autour de cette pratique collective dès la reprise l'année prochaine, l'année scolaire à venir. Et je profite de présenter cette pratique collective aussi au sein de conservatoire, à côté des autres pratiques collectives qui auront lieu les samedis. C'est une journée où les familles ils ont peut-être un petit peu plus de temps pour amener leurs enfants à cette pratique complémentaire, mais obligatoire, dans le schéma national surtout, et effectivement dans notre établissement aussi. Et nous espérons de pouvoir ainsi de plus en plus donner envie à nos élèves de faire de la musique ensemble, ce qui est quand même... je dirais un accent particulier sur nos pratiques, parce qu'on s'amuse quand on est ensemble, n'est-ce pas? Déjà, on partage, on travaille aussi le sens commun, parce qu'on prend soin de ton collègue de pupitre, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de s'occuper des partitions, de justesse de l'autre. Bon, parfois on est méchant avec le collègue parce qu'il ne joue pas les bonnes notes ou pas sur la bonne pulsation. Mais c'est là qu'on s'appuie sur nos professeurs qui guident ces pratiques collectives, et j'espère vraiment qu'on va pouvoir enfin les reprendre l'année prochaine. On l'espère tous. Et pour enchaîner sur notre prochaine prestation, dans l'orchestre d'harmonie, les instruments qui sont réunis autour de chef François Guinaud sont les instruments aussi du département de vent. Surtout, d'ailleurs, comme le nom indique, orchestre d'harmonie. Et notre département de vent, il comporte plusieurs disciplines, comme tu as très bien déjà annoncé au début de notre rencontre. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous notre professeur de clarinette, Clément Krylowski, qui rejoint l'équipe il y a 3 ans, si je ne me trompe pas.
Et je suis ravie de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et on veut bien lui poser quelques questions. On va vous poser 2 questions, Clémentine. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, déjà, d'où venez-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Clémentine? Oui, alors c'est un peu compliqué. Je viens de la Russie, où j'ai né. J'ai passé les premiers 10 ans en Russie. Après, j'ai déménagé aux États-Unis, où j'ai habité jusqu'à 26-27 ans à New York. Et après, j'ai décidé de déménager à France, à Paris, où j'étais à peu près pendant 10 ans. Et il y a 3 ans que j'ai déménagé ici, sur la Côte d'Azur, où j'enseigne ici et ailleurs. Très bien, beau parcours. Et pouvez-vous juste nous dire à partir de quel âge peut-on commencer la pratique de votre instrument, la clarinette? Donc oui, avec la clarinette, c'est un peu plus compliqué que des autres instruments parce qu'on a besoin des dents. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Et parfois, les élèves veulent voir la clarinette, ils s'inscrivent, ils viennent l'année prochaine, il n'y a pas les 2 dents. C'est la paire de piano l'été. Et là, tu parles de 2 âges, n'est-ce pas? De petit et de très vieux, c'est ça? Alors, donc, les autres côtés, ça, c'est pas grave, on peut utiliser les fausses dents. Mais pour les petits, c'est plus compliqué. Donc, c'est vraiment les dents, ça peut être à 6 ans, ça peut être à 7 ans. Et oui. Et il faut juste avoir quelque chose ici pour placer le bec, parce que sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, ouais, quand même. C'est bon de savoir, tu sais. Et aussi, je peux ajouter que la clarinette est assez grande, mais si on a quelqu'un qui est vraiment petit, qui a toutes ses dents, il peut commencer sur une clarinette en do qui est plus petit. Donc, au niveau de doigts, c'est pas trop grave. Il peut commencer sur un clarinette do, même mi bémol, qui est même plus petit. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une question encore plus technique. Et vraiment, j'ai jamais eu l'occasion de le poser. Pourquoi au bois, parfois, on l'accroche sur le cou, c'est ça, si je ne me trompe pas? Et clarinette pas? Parfois, on accroche même les clarinettes. Si un élève il a quelques soucis au niveau d'embouchure ou au niveau de main, et même les professionnels, on peut avoir des soucis ici. Mais normalement, on n'a pas besoin parce qu'on tient la clarinette derrière les dents. Dès qu'au bois, on tient avec les 2 lèvres. Oui, oula. Donc, c'est compliqué. Heureusement, on ne fait pas ça. Hein. Chaque fois, je me suis dit merci pour que je peux faire ça et pas comme ça. Donc, c'est vraiment pour ça. On tient ici et derrière les dents, on n'a pas besoin de notre support, sauf qu'il y a des soucis. Ouais. Bon, une petite pensée pour notre professeur de hautbois, Yasmina, qui devait venir avec nous, mais elle a une toute petite fille qui est née il n'y a pas longtemps. Et du coup, voilà, elle a eu un empêchement de dernière minute. Mais effectivement, ouais, hautbois, comme tu as bien dit, c'est encore un crin ailleurs, quoi. C'est ça, de difficulté de tenue, pas embouchure, mais. Oui, les embouchures, parce que avec le hautbois, les hanches sont dehors, dès que nous, c'est quand même avec le bec, dans le bec. Donc, voilà. Ouais. Magnifique. Est-ce que tu aurais d'autres questions sur... Mais comment vous est venue cette passion pour la clarinette? Ça, j'ai voulu en fait faire le jazz et j'ai voulu jouer le saxophone. Ça, c'était mon rêve. Et j'ai venu dans le magasin avec mon papa à l'époque et il a vu que le saxophone était un peu plus cher que la clarinette. Et donc, il a dit, écoute, tu sais, tu commences avec la clarinette, c'est très bien. Et après, tu peux changer pour le saxophone parce que c'était moins cher. Et j'ai pris la clarinette en pensant qu'un jour, je vais passer au saxophone. Mais j'ai tombé amoureux dans cet instrument et j'ai resté. Et on joue le jazz aussi. Du coup, ça marchait pour moi. C'est super, vous avez fait l'alliance des 2. Oui. On va vous écouter, Clément. Oui, fais-nous tomber amoureux de clarinette. Je vais essayer. De la clarinette. Hein. Moi, je n'ai rien dit. Super. Donc, je vais vous présenter vite fait, je vais essayer vite fait, cet merveilleux instrument, à mon avis, le meilleur instrument, bien sûr, à mon avis. Cet instrument, il faut d'abord dire que ça appartient de la famille de vent. Vous pouvez deviner pourquoi, parce qu'en fait, on souffle comme le vent pour avoir le son. Et dans cette petite famille de vent, plus précisément, ça appartient de la famille de bois. Il y a de cuivre de bois, parce que c'est fait avec le bois, bien évidemment. Donc d'abord, on va juste écouter le son, et après, on va parler un tout petit peu plus de cet instrument. Donc, ce qui est intéressant avec la clarinette, c'est que, avec le piano, par exemple, il est là,
on joue direct, pas besoin de monter. Dès que nous, on a plein de petites pièces. Donc, je vais juste vite fait vous montrer toutes les petites pièces qu'on doit monter pour avoir les clarinettes dans les mains. Donc, on commence avec le pavillon. Le pavillon, on a pour aider à projeter le son pour que ce soit un peu plus fort. Donc, vous voyez que c'est juste projeter un peu le son. Après, on a le corps qui divise en deux parties, le corps supérieur et le corps inférieur. Après, le petit baril ici, qui aussi s'enlève. Hop. Et il ne nous reste que le bec. On appelle ça le bec parce que ça ressemble au bec de canard. Ouais. Et là, le parti plus important, plutôt, c'est cette petite hanche qui fait du bois, qui vibre quand on souffle, et c'est ça qui produit le son. Pas très joli sans la clarinette, mais bon, ça fait le son. Et après, quand on ajoute les restes, on utilise les doigts pour manipuler cette son pour avoir une jolie mélodie. Donc, ce que j'aime, moi, personnellement, chez les clarinettes, c'est qu'il est très varié. Il peut jouer les styles différents et les sons différents. Par exemple, on peut jouer dans les graves. Pour les gens qui connaissent cette mélodie, bravo, c'est la mélodie de Chat de Pierre Leloup. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Après, il peut jouer dans l'aigu. Mais aussi, il peut jouer dans les styles différents. Donc, si vous avez choisi la clarinette, ce n'est pas que la musique classique qu'on peut faire. On peut faire, par exemple, du jazz. Moi, je ne fais pas beaucoup, mais je m'amuse avec. Et dernièrement, il y a plusieurs sons différents qu'on peut faire. Donc là, vous avez écouté le son traditionnel de clarinette, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle flurato. Ou même le glisse, ou le glissando. Donc voilà, une petite présentation de la clarinette. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez trouver ça assez intéressant que moi j'ai trouvé quand moi j'avais quel âge, 10 ans, je pense. Voilà. Merci beaucoup, c'était super. C'est parfait. Merci beaucoup, Clément. Alors maintenant, c'est Chantal. Parmi nos professeurs des enseignements individuels et dans le département des vents y compris, nous avons plusieurs professeurs enseignants. Nous avons une professeure de flûte traversière qui aussi enseigne formation musicale. Et j'aimerais inviter Géraldine se joindre à nous pour parler de ces deux disciplines qu'elle enseigne. Bonjour Géraldine. Bonjour. Effectivement, bonjour. Bonjour Géraldine. Nos objectifs pédagogiques sont communs à toutes les classes, évidemment. Et cette sensibilité musicale et corporelle de l'enfant qui chaque professeur des pratiques individuelles développe dans leur classe, dès leur inscription au conservatoire, est pris en charge par les professeurs de formation musicale. En classe de découverte, qui j'aimerais bien que tu nous dises 2-3 mots ou même plus, parce que c'est essentiel. Donc en fait, nous accueillons les enfants à partir de la moyenne section, grande section de maternelle, donc ce qu'on appelle les classes de découverte. Donc comme l'a dit Sylvie, nous essayons donc de les sensibiliser, de leur apprendre, faire découvrir beaucoup de choses, pratiquer un instrument, mais la musique aussi de façon générale, culture musicale. Et cela, après, bien, on continue, c'est-à-dire que nous continuons malgré l'âge à travailler avec notre voix, avec notre corps et aussi être, on va dire, curieux sur beaucoup de choses, donc beaucoup d'instruments, beaucoup de styles de musique aussi. Donc ça fait partie également du parcours qu'on propose à nos élèves de formation musicale tout au long de leur cursus. Par quel moyen pour les tout, parce que moi j'ai une petite fille de 4 ans, donc je me dis, waouh, je projette, quel moyens vous mettez à disposition pour leur apprendre justement Alors déjà, on apprend à se concentrer, parce qu'en musique, la concentration, c'est un gros point
Et oui. Très, très important. Si on n'est pas concentré, on n'écoute pas les autres. Et faire de la musique tout seul, c'est bien, mais à plusieurs, c'est mieux. Donc, en fait, on s'amuse à faire des petites chansons où on va mettre le corps aussi en éveil. Et puis, on travaille la mémorisation, on travaille le ressenti, puisqu'en fait, on n'est pas égaux par rapport à ça pour tous. Donc, pour certains enfants, ça va être naturel, ça va couler, et pour d'autres, ça sera plus difficile. Donc, sous forme de jeu, puisqu'en fait, que ce soit le sport, que ce soit la musique, lorsqu'on s'amuse, on apprend, et en plus, en général, on y arrive plutôt pas mal. D'accord, merci beaucoup. Et moi, j'aurais besoin de toi, parce que je n'ai pas fait j'ai pas révisé toutes mes notes. Désolée. Est-ce que tu pourrais nous présenter le département de formation musicale sur l'ensemble des sites de conservatoire, s'il te plaît, en quelques mots? Alors, en fait, sur tous les sites, on ne propose pas forcément la même chose, mais on accueille les enfants très jeunes et les adultes très vieux. Donc, en musique, il n'y a pas d'âge. On apprend à tout âge. Donc, on peut commencer n'importe quand on en a envie. Donc, le cursus traditionnel, lui, est un format classique de conservatoire avec des acquis à valider. Malgré tout, on s'adapte à la vitesse de la personne. Donc, ça, c'est quand même important de le dire. C'est pas l'école, on n'est pas en compétition, on laisse un peu plus de temps pour ceux qui ont besoin. Et puis, pour les adultes, on a des cursus et les ados qui sont, je ne veux pas dire plus simplifiés, mais qui vont être adaptés aussi par rapport au temps qu'ils ont dans leur vie de tous les jours. Et puis, par rapport aussi aux objectifs qui sont parfois complètement différents. Et puis, on a aussi la chance d'avoir la musique actuelle, le jazz, où l'apprentissage est encore plus pointilleux qu'en classique. Donc, c'est vrai que souvent, on a besoin quand même d'avoir une formation, un petit peu comme en danse, un petit peu comme tout, assez généraliste, et après on se spécialise. Et la musique actuelle, le classique, ça demande une rythmique de folie qu'on n'acquiert pas forcément comme ça. C'est pas toujours inné, donc on a des professeurs qui aident justement ados, adultes, qui écoutent des choses peut-être un peu différentes, mais qui peuvent être aussi proposées à des enfants s'ils en ont envie. Alors, musique actuelle, est-ce que vous pouvez spécifier qu'est-ce que c'est la musique actuelle? La musique actuelle, ça peut très bien être du rock, ça peut être du reggae, ça peut être de la soul, ça peut être du funk. Il y a de tout. On a des professeurs qui jouent, donc ça veut dire qu'ils sont sur scène, donc il existe de tout et ils le pratiquent. Est-ce que tu penses que ça sera utile pour nos publics qui nous écouteront en ligne sur cette présentation de dire que l'ensemble de ces cours de formation musicale, on pourrait l'appeler aussi culture musicale? Bien sûr. Bien sûr, la culture musicale, elle est parfois même au détour d'un exercice. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une classe et on ne traite que d'un sujet. C'est-à-dire qu'en pratiquant, on se rend compte, on fait des parallèles, on essaye, on peut même prendre les instruments. Ça, c'est chouette quand les élèves commencent à avoir un petit peu de bagage, à avoir, comme on dit, un peu des doigts. Oui. Et puis après, on les guide. Et donc, beaucoup d'élèves aussi arrivent avec... les films, la musique de film, tout ça, et il faut s'adapter. Moi-même, quand j'étais élève, la musique classique, j'aimais ça, mais ce qui vraiment me nourrissait, c'était toutes ces autres musiques que je pouvais entendre et que je pouvais essayer après de faire avec un instrument classique, ce qui n'est pas forcément facile. Donc, ce qui n'est pas impossible. Jamais. Et ce qui est bien, c'est que vous avez parlé il n'y a pas de compétition. Voilà, non. C'est ça qui est intéressant. On peut avoir envie. C'est comme tout, selon les objectifs que chacun se fixe. Maintenant, en tant que professeur, j'essaye toujours de m'adapter à ce que je pense être bien pour l'élève, mais on en discute. Les objectifs peuvent changer, ils peuvent découvrir des choses, et puis on rectifie, on accompagne. On est vraiment là pour les accompagner. D'accord, merci. Et en parlant plus particulièrement de ton instrument, est-ce que tu pourrais nous le présenter et présenter l'enseignement que tu procures? Alors, la flûte traversière, c'est un instrument qu'on peut commencer, même si on n'a pas de dents. Ça peut. Alors en fait, c'est pas vraiment ça le souci, c'est qu'en fait, c'est un instrument où le son, c'est nous qui le fabriquons avec la direction de notre air. Ça veut dire qu'en fait, si au tout début, on n'a pas bien compris et que naturellement, les lèvres ne se positionnent pas bien, ça peut être un petit peu long. Mais jamais rien n'est impossible. Donc, on prend un peu de temps, on y va, on trouve des astuces, on essaye plein de choses, mais c'est un instrument qui peut être commencé assez tôt, puisqu'en fait, on a des instruments, des flûtes petites mains, qui sont raccourcies, puisque l'instrument, il y a une taille adulte, qui est universelle, qu'on soit gaucher, qu'on soit droitier,
on mettra tous la flûte dans le même sens. C'est pas comme les guitaristes, hein, on peut inverser. Oui. Et ensuite, cette année, par exemple, j'ai un tout petit bout de chou, vraiment tout petit, petit gabarit. Alors, grande en âge, mais tout petit gabarit. Et en fait, on a commencé avec le petit frère de la flûte, qui est le piccolo. Donc, c'est une gestion un petit peu différente pour créer le son, mais au niveau apprentissage, tout est similaire. L'oreille va devoir s'adapter, puisqu'en fait, la flûte traversière fait partie des instruments de l'orchestre les plus aigus. Le piccolo est l'instrument, c'est la cerise sur le gâteau de l'orchestre symphonique. Hein. On a plusieurs étages de pièces montées, et le piccolo, il y en a un, et c'est la cerise. Donc, souvent, hein, c'est plus facile de dire que la cerise, elle est pas bien faite. Mais bon, en général, voilà, on l'entend bien. Et c'est vrai que du coup, cette petite, elle fait du piccolo cette année. Et ça lui a donné la possibilité de réussir à sortir le son, porter l'instrument, parce que ça a son poids malgré tout. Et donc, on aura déjà le cerise sur notre futur gâteau. Parfois, il faut viser très très haut. Oui, allons chercher la cerise avant de prendre les couches de la pièce montée. Merci pour ce Géraldine, tu parlais du poids. Tu sais à peu près le poids? Tu dis que c'était pas... Alors, même pas. Même pas. Ah, là, c'est une colle. Alors, non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les instruments ne sont pas toujours faits dans les mêmes matériaux. Donc, pour les instruments d'étude, c'est un alliage de métaux qui a été fabriqué, qui s'appelle le maille short. Maintenant, après, on est sur de l'argent massif, on est sur de l'or. Donc, forcément, le grammage, les alliages, on a de l'or blanc, on a de l'or 9 carats, 14 carats. Bon, après, ça dépend des bourses aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le poids aussi change à chaque fois. Et oui, tout à fait. Et ça a l'influence sur le timbre de l'instrument ou Alors, pas du tout? En fait, le son est bien sûr fait par l'instrumentiste, mais effectivement, selon les métaux utilisés, les alliages, le son n'est pas le même. Par exemple, on dit qu'il y a des âges où on aime porter l'argent, d'autres où on commence à plus avoir envie d'avoir un son très rond comme l'or. Pour ma part, j'ai voulu faire un mix des deux, par exemple. Pas d'âge et pas d'étiquette. Donc, j'ai et de l'argent et de l'or. D'accord, tu as de l'argent et de l'or dedans. Ok. Merci beaucoup, Géraldine. On aimerait bien t'entendre jouer alors, dans ce bel âge. C'est parti. Merci. Donc, à mon tour, je vais vous présenter donc mon instrument, la flûte traversière. Donc, elle fait partie de la famille des vents et elle est également, comme la clarinette, dans la famille des bois, puisqu'il y a très longtemps, elle était fabriquée en bois. Elle a été changée, donc elle est maintenant en métal, avec un système de clétage qui nous permet d'avoir plus de rapidité lorsqu'on veut jouer. Donc, un seul doigt va nous permettre de baisser plusieurs clés. Donc, on va pouvoir aller à fond la caisse. Un petit peu comme les violonistes, hein, sans prétention bien sûr. Tous les instruments peuvent jouer vite et c'est pas vraiment la plus jolie chose, mais en tout cas, on peut le faire. Donc cet instrument se joue toujours du même côté, que vous soyez droitier, que vous soyez gaucher, donc on l'appelle flûte traversière puisqu'elle se joue de travers. Comparé à mes collègues, je n'ai absolument rien dans la bouche. C'est la direction de mon nerf qui va fabriquer le son. Donc c'est un instrument qui va plutôt être un instrument avec des sons aigus, mais je peux aussi un tout petit peu descendre. Donc, je vais vous jouer un petit morceau, un petit extrait d'un concerto de Mozart. Donc la flûte, ce n'est pas un instrument qui est joué que dans la musique classique. On fait tout style de musique, variété, contemporaine, des effets sonores, mais on va commencer par Mozart. Maintenant, un petit peu de grave. Les effets contemporains, ça va être un petit peu des sons avec la bouche. Donc, en fait, on s'en sert pour faire des effets. On peut aussi chanter. Alors, le son, le chant, on va faire les deux. Et puis, je voudrais présenter également le piccolo, qui lui est resté en bois. Donc, le voici.
on a un clétage en métal, il reste en bois, en ébène, en bois d'ébène, et donc forcément, on est sur un son beaucoup plus aigu, puisque, ce qui est très facile en musique, pour savoir l'instrument, s'il sonne aigu, s'il sonne grave, c'est sa taille. Donc vous l'imaginez bien que je ne vais pas faire des sons très très graves. Voilà, donc ça c'était le médium du piccolo, parce que ça peut aller très très haut, et quand c'est très aigu, ça fait un peu mal aux oreilles. C'est cette fameuse cerise sur le gâteau, c'est ça? Voilà. Merci. C'est super. Merci beaucoup. C'est parti. Alors, Stéphanie, tu te rappelles, on en parlait déjà avec la plupart de nos enseignants qui présentent aujourd'hui leurs enseignements au conservatoire, de ces fameux cycles certifiants. Oui. Qui fait partie du schéma national de tous les établissements d'enseignement artistique en France. Et effectivement, dans ce fameux cycle certifiant, la première discipline d'érudition rencontrée, c'est la formation musicale, qui a été très bien présentée par Géraldine et Sylvie aussi. Là, effectivement, ils abordent, comme ils ont bien dit, notes, rythmes, clés, accords, tout est corporel, chanté, dans les musiques classiques, traditionnelles, actuelles, jazz. On a une fourchette, un panel des enseignements magnifiques et les professeurs qui les accompagnent, justement. En revanche, la personne que je vais inviter sur le plateau maintenant, c'est une méthode très particulière d'enseignement qui permet, elle va nous dire un petit peu plus, évidemment, accueillir des enfants d'un encore plus petit âge. Avant les dents. Ah j'invite Chantal, notre professeure de violoncelle, et à méthode Suzuki et méthode dite classique. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Voilà. Première fois que j'ai un micro devant. Voilà, devant justement. Oui, c'est ce qu'il nous demande les gens. Alors, je te remercie d'avoir trouvé du temps avec les enseignements que tu procures, parce que effectivement, cette méthode-là, il est particulier dans déjà pratique collective pour tout petit. Et je pense qu'il y a quelques mots à dire, surtout sur la philosophie de la méthode. Et j'aimerais beaucoup t'entendre parler de cette méthode qui était chère. En fait, je suis venue à cette méthode sur la demande en fait, du conservatoire. D'accord. Puisque c'est la directrice précédente qui m'a posé la question si je voulais éventuellement me former pour acquérir les connaissances, pour pouvoir enseigner à des enfants très jeunes. Puis je me suis dit, tiens, je vais me lancer parce que je me rends compte qu'il y a un petit peu des limites en fait, dans la pratique usuelle, enfin, dans les conservatoires qui pratiquent les instruments avec la lecture, donc des notes. Et je me suis dit, il faut que j'aille creuser de ce côté-ci. Et donc, j'ai fait cette formation. Formation de méthode Suzuki. Voilà. Et donc, depuis 3 ans maintenant, je prends des enfants très jeunes. À partir de quel âge? À partir de l'âge de 3 ans. Je sais qu'il y a même des enseignants qui les prennent plus jeunes. Oui. Bon, voilà, il ne faut pas que ça devienne de la garderie. Surtout. Déjà en fait, 3 ans, c'est jeune. Oui, c'est plus une philosophie en fait qu'une pédagogie. Vraiment, c'est une pédagogie construite sur un autre schéma que celui qu'on connaît actuellement dans les conservatoires classiques. Et je dirais que c'est vraiment, elle repose déjà sur un triangle entre le professeur, le parent et l'enfant. Donc c'est vraiment ces trois personnes ensemble qui vont pouvoir agir pour que les enfants puissent acquérir des connaissances. Ça veut dire que le parent participe aussi? Alors voilà, en fait le parent il est fondamental. D'accord. Il devient vraiment, je dirais, un assistant, un répétiteur, parce qu'en musique, comme dans l'apprentissage d'une langue maternelle, puisque c'est basé sur on va dire sur ces, je ne sais pas quel est le terme. La source naturelle de langage, peut-être. Voilà. Oui, en fait, c'est vraiment basé sur la manière dont on transmet la langue maternelle. Et donc, c'est la répétition constante de mêmes mots. Eh bien, on va faire la même chose avec des enfants en très bas âge. Et donc, le parent devient vraiment un pilier pour le professeur.
lui-même va apprendre en fait l'instrument. Le professeur s'adresse aux parents. Le parent va apprendre les choses pour pouvoir ensuite les transmettre à son enfant. Donc même s'il ne connaît pas l'instrument, le parent est... Le parent est dans l'obligation en fait de vouloir apprendre l'instrument. C'est vraiment la base. Okay. Donc c'est vrai que pour le parent, c'est un investissement très très différent, je dirais, puisqu'il est obligé d'être présent à tous les cours avec son enfant. Aussi bien au cours individuel, puisqu'on a 20 minutes comme cours individuel, et qu'il y a la pratique collective dès les premiers cours, avec ses tout petits enfants. Donc le parent, il assiste à tous les cours. Il est présent pour installer son enfant, pour aider son enfant, pour participer à tous les cours de groupe. En fait, c'est véritablement apprendre la musique à travers le jeu, à travers le chant, les chansons, le chant des notes. En fait, l'enfant va mémoriser de manière tout à fait, on va dire, par imitation. Il va mémoriser les pièces parce qu'il les chante et parce qu'il les écoute surtout quotidiennement. Chantal, combien de temps de formation a duré pour apprendre, pour pouvoir transmettre Alors, la formation, ça se passe par cahier, en fait. D'accord. Il y a différents cahiers dans la méthode Suzuki. Donc, moi, j'ai fait la formation pour acquérir les connaissances sur le premier cahier. Parce que chaque pièce, voilà, est a des caractéristiques très spéciales. Et donc, il faut qu'on connaisse tout ce cahier par cœur déjà, parce qu'il faut qu'on puisse le transmettre par cœur. L'enfant, évidemment, à 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il ne lit pas les notes. C'est le parent qui lit, c'est le parent qui sait, qui apprend et qui transmet à son enfant. C'est une belle symbiose là, entre le parent et l'enfant. Alors oui, c'est même c'est une symbiose absolue et justement c'est pour ça que c'est tellement important qu'il y ait un parent qui se consacre à cet apprentissage. Donc c'est très difficile de fonctionner avec plusieurs parents ou alors un parent et les grands-parents des fois. Donc non, c'est vraiment un engagement très très particulier pour pouvoir transmettre de cette manière-là la musique. Ouais. Jusqu'à combien d'élèves tu peux avoir en cours collectif? Combien de binômes, du coup, c'est pas d'élèves, de binômes parent-enfant tu peux accueillir en même Alors, temps? ça dépend de la taille des salles, tout bêtement. Ah, d'accord. En fait, il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a une limite, je dirais. Je pense que si on est 5 enfants, 6 enfants, du coup, on est 12 au total, plus moi, 13. Ouais. Quand on est aux alentours de 14 personnes, ça peut encore passer. C'est même beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, les parents, ils font partie du groupe. Donc, ils vont participer à quantité de jeux. On fait des déplacements sur la musique. Il faut s'arrêter quand la musique s'arrête. C'est vraiment basé sur éveiller tous les sens, l'écoute, la vision, la capacité de savoir que quelqu'un bouge à côté de soi et l'autre s'est arrêté. Donc voilà, on éveille les sens, on éveille les oreilles en fait, et surtout, on va répéter, réviser, reprendre toujours et toujours ce qui est connu. Qui permet aux élèves après commencer à s'exprimer par la musique beaucoup plus rapidement que ceux qui lisent les partitions des autres. C'est ça en fait. Et donc moi j'ai trouvé vraiment un immense intérêt à commencer les élèves avec cette pédagogie. Je l'utilise d'ailleurs aussi pour des adultes parce qu'en fait il y a tellement de... c'est tellement subtil les instruments à cordes, que ce soit le violon ou le violoncelle. On a des gestes tellement dissociés entre la gauche et la droite. On n'a pas de vision de notre instrument, on n'a pas de vision de notre archet. Donc il faut en fait, si en plus de ça on ajoute la lecture de notes, plus la lecture rythmique et tous ces paramètres-là font que le cerveau, quelque part, il court-circuite, quoi. Donc, je me suis rendu compte que ça simplifiait l'apprentissage et que les enfants, en fait, de par le groupe et une pédagogie de groupe qui intervient tout de suite, dès les premiers cours,
On n'attend pas que les enfants aient 4 ou 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, ou sachent lire les notes. Non, on démarre tout de suite. Donc ça fait 3 ans que tu proposes cela Oui. ici? Oui, il y a aussi, Entre je autres, me hein, permets, entre oui, autres. Oui, oui. permettre de te donner d'autres informations, et surtout à nos publics. Et on a aussi des professeurs de violon qui enseignent Oui. dans cette méthode Suzuki. On a un professeur d'alto qui souhaite être formé pour aussi accueillir des tout petits âges aussi en cette méthode de Suzuki, cette philosophie d'apprentissage. Et même peut-être professeur de contrebasse. On verra si on aura l'ensemble des départements de cordes, de frotter, qui pourront proposer cet enseignement qui se poursuit après avec les professeurs, les mêmes professeurs dans dit apprentissage classique, n'est-ce pas? Et Chantal, je pense que tu vas nous présenter aussi ton instrument, grand instrument pour pour des élèves un petit peu plus grands. Oui, voilà, pour les élèves un petit peu plus grands, mais même quand même pour les enfants, parce que c'est comme les chaussures, c'est comme le vélo, il faut des tailles. Merci. Bon, alors, je viens vous présenter, bon déjà je m'appelle Chantal, et je viens vous présenter mon instrument, le violoncelle. Donc on a affaire à un instrument en grande partie en bois. C'est une énorme caisse, avec un joli pourtour d'ailleurs, et qui est creuse à l'intérieur. Dessus, on a mis un manche, et on y a mis 4 cordes qui sonnent comme ça. Donc, on se rend bien compte qu'on a affaire à de la vibration. Et donc, on a utilisé on fait partie de la famille des cordes, frottées, et donc on a besoin d'un archet pour faire sonner notre instrument. Et pour le pratiquer avec aisance, on va sortir de cet instrument une pique, voilà, qui va nous permettre de prendre l'instrument entre les jambes et de favoriser le son. Donc je parlais de l'archet, puisqu'on fait partie de la famille des cordes frottées, on a besoin de cette baguette de bois sur laquelle il y a des crins de cheval qui ont été mis, et on utilise une petite vis à l'arrière de cet archet pour tendre les crins, pour que ça devienne un peu comme une ficelle. Voilà. On la teste. Oui, à peu près. Hop, hop. Oui, ça y est. Je vais pouvoir frotter mes cordes. Donc, c'est un instrument qui a des cordes extrêmement graves quand même. Pas autant que la contrebasse, mais... Voilà un Do qui est quand même vraiment déjà très sonore et très grave. Puis on a un Sol, une corde de Ré, pas très accordée d'ailleurs, et une corde de La. Et bien avec ça, on ne fait pas grand-chose. Donc il va falloir qu'on sorte la main gauche du tiroir et qu'on lui apprenne à se balader sur le manche pour créer toutes les autres notes qui existent. Ou alors, aussi dans les aigus, donc on a toutes sortes de possibilités de créer le son. Ça peut être un son un peu martelé, ça peut être des sons un peu flottants, on peut évidemment aussi taper la corde. Toutes sortes d'effets assez rigolos. On peut faire des glissades. Et puis, évidemment, on a un répertoire extrêmement large qui va de la pièce solo à des pièces concertantes où on va jouer avec un orchestre, par exemple, d'autres pièces qui vont être en musique de chambre où on va pouvoir jouer avec d'autres instruments, violon, violoncelle, clarinette, on peut faire des ensembles de violoncelle, de piano, toutes sortes d'instruments peuvent se joindre à nous
pour jouer de la musique d'ensemble. Évidemment, lorsqu'un enfant apprend cet instrument, pas question de lui donner cette grosse caisse. On est obligé, je vous disais comme tout à l'heure, de lui proposer un instrument beaucoup plus petit. Je peux me lever? Ah ben oui, oui. Petit enfant, petit violoncelle. Alors évidemment, là-dessus, c'est très marrant. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Tout à l'heure, la professeure de flûte disait « petit instrument, son beaucoup plus aigu ». Eh bien là, non. On a aussi des sons extrêmement graves, comme sur le gros violoncelle. Et on va évidemment apprendre à nos enfants à placer les doigts sur ces cordes pour fabriquer toutes sortes de belles musiques. Je vais essayer de jouer 2-3 notes du cygne de Saint-Saëns, tellement connu dans le Carnaval des animaux, cette pièce qu'on fait fréquemment écouter aux enfants. Et donc voilà, ça donne ça. Stéphanie. Oui, Raminta. Tu sais, grâce à ta présence, merci, et à la présence de mes collègues aujourd'hui sur le plateau, et d'ailleurs grâce à la présence de nos collègues de direction de communication et nos régisseurs et nos techniciens, qui je remercie infiniment. Nous avons passé un bon moment ensemble autour de nos enseignements, des disciplines dites classiques, de musique savante qui est jouée sur un instrument acoustique. Tu nous as très bien tracé leurs origines, leurs histoires, et c'est vrai, tout cela depuis la naissance de préhistoire, depuis la naissance de
deux arts intimement liés, musique et danse, les premiers langages de l'humain. Et voilà, on arrive maintenant à exprimer beaucoup des émotions, beaucoup de, je dirais, beaucoup de chemins d'esprit grâce à les langages différents musicaux enseignés dans le conservatoire. Nous arrivons, pour terminer cette rencontre, aux musiques actuelles et jazz, les musiques qui sont amplifiées. J'ai l'honneur d'accueillir un des professeurs de département de musique actuelle et jazz, Yannick, qui nous présentera un peu mieux cette particularité et l'enseignement de ces départements. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Quelle introduction Yannick. Bonjour. Du coup la pression. Toujours. Bonjour Yannick. Voilà. Depuis hier, notre établissement a ouvert ses portes. Ce samedi, nous terminerons par quelques événements ouverts au public. Nous sommes en fait très heureux de nouveau se retrouver sur scène. Déjà, nous-mêmes, aujourd'hui. Ça manquait. Ça manquait. Les collègues qui étaient présents aujourd'hui aussi, ils ont profité de cet instant-là, de public, des oreilles sensibles et des connaisseurs. Et ce samedi, on aura aussi l'occasion d'entendre l'atelier de musique actuelle jazz, qui j'aimerais, avant que tu nous présentes ton instrument principal, que tu nous dises quelques mots sur ces ateliers, s'il te plaît. Eh ben, on est dans notre secteur, on fait des ateliers, parce que justement, notre musique, c'est surtout une musique d'ensemble. D'accord ? Donc, on n'a pas besoin d'être très pointu sur un instrument pour pouvoir jouer avec d'autres gens. Et je pense que dans les musiques actuelles et dans le jazz, c'est vraiment ce qu'on recherche. Le partage et le fait que chacun trouve sa place dans un petit groupe ou dans un grand groupe de musique. Donc c'est pour ça qu'on privilégie avec Jacques Marcoux, avec David Talent, le jeu collectif. Et à partir de quel âge on peut rentrer dans ces ateliers à partir de quel âge on peut avoir accès à des ateliers de musique actuelle? Alors on a prévu, nous, environ 12 ans, un minimum. Parce que bon, il faut quand même avoir un petit peu de bouteille sur l'instrument, parce qu'on ne peut pas accepter quand même des débutants qui soient très très débutants. Il faut savoir jouer un minimum pour pouvoir avoir une petite connaissance rythmique et pouvoir comme ça partager avec d'autres gens. En même temps, je pense qu'il y a plus en plus, vu que le département de musique actuelle jazz se développe, plus en plus, on pourra aussi peut-être sourcer d'autres ateliers pour voir si on peut accueillir deuxième, troisième année de batterie. Je sais qu'il y a très fort ou guitare, et je pense que tu nous présenteras. Oui, j'ai des petits aussi qui rentrent, et c'est intéressant de faire des ateliers, mais c'est pareil, c'est des ateliers de découverte. Un peu. Ils ont leurs instruments déjà choisis, mais une découverte en groupe. D'accord. Peut-être à 7-8 ans. C'est ça. Ça sera formidable. Très bien. Voilà, et dans ces groupes-là, effectivement, je pense que là, du coup, peut-être, je ne sais pas si tu es adepte de ce type de musique, mais je pense que quand tu vas en concert de rock, musique actuelle, variété et autres, il y a toute une palette des instruments que je veux bien que tu nous présentes à côté de ton instrument principal. Oui, surtout, notre département est basé d'abord sur une rythmique, d'accord ? Que ce soit jazz ou musique actuelle, on a basse-batterie. Ça, c'est les deux instruments. Si tout à l'heure on parlait de la cerise sur le gâteau, nous, c'est plutôt le côté nougatine au fond. On est Moi, le fond. Ensuite, un pianiste ou un guitariste, suivant les sensibilités ou suivant les élèves qu'on peut avoir. C'est très difficile de mélanger les deux parce que pianiste et guitariste jouent dans le même registre. Donc en fait, soit en musique actuelle, on prend un pianiste qui va faire plutôt synthé et qui va faire d'autres sons, des sons d'instruments qu'on n'a pas. Et en jazz, c'est soit piano, soit guitare, avec rythmique. Et ensuite, par-dessus se greffent des cuivres, beaucoup de saxo, c'est l'instrument roi du jazz, clarinette, flûte. On peut jouer aussi avec du chant. Et on chante, évidemment. Voilà, et on a, de toute façon, au sein du conservatoire, on a le projet, enfin on a commencé le projet d'un big band, c'est-à-dire un gros orchestre de jazz, avec les professeurs et les élèves. Et bon, on a eu un an d'arrêt, mais bon, on va le... Vous allez reprendre. Oui, on va le reprendre. Ça, c'est vraiment le top pour
tous les musiciens et même pour les élèves. En musique actuelle, pour les élèves aussi, évidemment. Et sache qu'il y a aussi l'ensemble des élèves dites de cursus classique, souvent, 12e cycle, quand ils commencent à un petit peu s'ennuyer, justement, parce qu'ils ont leur pratique individuelle, formation musicale un peu, on va dire, trop savante pour eux, et à un moment donné, ils disent, est-ce qu'on peut essayer d'autres choses, etc. Et c'est le moment qui en source la musique actuelle. Et ça serait vraiment bien aussi de pouvoir proposer des ateliers où on peut mélanger un côté groupe de rock avec, par exemple, un ensemble à cordes, plutôt qu'un synthé. C'est ça. C'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus sympa. Ou alors, un pupitre de cuivre. Et ça, on pourrait faire des petits... Plein de beaux projets. Voilà. Ah oui, on voit que Yannick, il a plein d'idées dans sa tête. De toute façon, nous, si vous voulez, nous, les instruments rythmiques, on rêve que d'une chose, c'est d'accompagner le plus possible d'instruments différents, quoi, dans le plus de styles possible. Nougatine, c'est ça? Voilà, là, tu vas nous présenter cette nougatine, nous, on est le fond, que tout le monde se mette sur nous et venez, on vous amène. Et on veut bien voir comment tu nous étales cette couche de nougatine. Oui. Volontiers. Alors la guitare basse, c'est un instrument assez récent qui a été inventé dans les années 60, 1960, pour pallier justement au fait que les groupes de rock avaient des contrebasses. Et les contrebasses, c'est énorme à transporter, c'est très fragile. Et en plus, quand on avait un contrebassiste débutant, ça joue très très faux. Alors il y a un gars qui s'appelle Léo Fender qui a dit « Je vais faire comme pour la guitare, je vais mettre des frettes. Et comme ça, on a des sons justes. » Et il a appelé ça la précision basse. Et la première basse électrique, c'était la précision basse. Après, ça a évolué, évidemment. Alors, c'est surtout un instrument d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on s'en sert en base de l'harmonie. C'est-à-dire, quand l'harmonie se développe, nous, on doit poser ce qu'on appelle les notes fondamentales. C'est notre boulot numéro 1. C'est pour ça qu'on doit travailler dans des notes très graves. Mais on peut aussi, comme le violoncelle tout à l'heure, monter assez aigu. Alors la basse, tout le monde connaît évidemment parce qu'il y a plein de plans de basse qui ont été plus que faits et refaits, que tout le monde connaît, comme celui-ci par exemple, je ne sais pas si vous allez reconnaître. C'est un vieux plan des Pink Floyd. On peut jouer de la basse alors, avec une technique qui s'appelle le pizzicato, c'est-à-dire c'est une corde que l'on pince avec la main droite. On va placer notre main gauche et pincer. On peut aussi jouer avec un médiator, comme la guitare, mais ce n'est pas conseillé. Et on peut jouer aussi avec une technique qui s'appelle le slap, qui consiste à taper sur les cordes pour faire sortir un son plus métallique. Voilà, ça c'est le principe de la basse électrique de base. Je vous montre aussi un autre instrument. Voilà. Alors ceci est une basse fretless, c'est-à-dire c'est le même principe, c'est une basse donc à cordes pincées, mais qui, comme la contrebasse, n'a pas de barrette. C'est-à-dire c'est nous qui devons poser le doigt à l'exact endroit pour pouvoir faire des sons justes. Cet instrument est plutôt utilisé dans le jazz, parce que dans le jazz, on aime bien quand même que le son soit rond et plutôt diffus, et on peut s'amuser vraiment. Voilà.
Alors Aminta, j'étais ravie de vivre tous ces moments avec vous, en compagnie de vos professeurs. Outre les missions qui vous ont été confiées de directrice du conservatoire, vous êtes aussi pianiste, connue internationalement, et professeur de piano. Et donc, comme vos professeurs, je vais vous demander un petit peu comment vous est venue cette passion, et si vous pouvez nous expliquer un petit peu le rapport que vous avez à la musique, et quels sont vos enseignements. Vaste sujet. Mais je pense que je vais revenir aux sources de notre rencontre. Et vu que ça s'est déroulé devant tes yeux, je pense que tu peux, toi-même et nos publics, vont reconnaître en regardant ces prestations des enseignements, c'est qu'il faut à une personne désireuse d'écouter de la musique, il faut beaucoup de détermination. Il faut de la curiosité. Il faut surtout du temps. De temps pour apprentissage, de temps de découverte, de temps de mise en place de toutes ces techniques qui permettent d'explorer l'art de musique. Bon, on n'a pas eu la chance de découvrir danse et théâtre, mais tous ces métiers, ou je dirais simplement de passe-temps, si on veut le passer en qualité pour soi-même et en qualité pour ceux qui nous écoutent, on a besoin de temps. Et plus encore, justement, ce qui concerne mes méthodes d'enseignement, j'ai fait cette liaison dès le début et j'enseigne pour les tout petits et même pour les plus grands et même pour ceux qui commencent très tard. J'enseigne d'abord la notion d'instant présent. Parce que musique fait partie de rares arts qui se déroulent dans l'instant présent. Et c'est peut-être le seul moment où on est maître de temps. Voilà, et si tu insistes... Oui, j'insiste. Je présente la manière qu'on le fait au piano, je pourrais faire quelques notes et peut-être enrichir en quelques motifs. Mais encore une fois, l'art vivre... L'instant présent, il est effectivement improvisé, comme dans la vie courante, mais plus il est préparé par des connaissances, par des acquis, par des compétences, plus il est riche. Et libre. Voilà. C'est très beau, Raminta. En tout cas, je trouve qu'on a beaucoup de chance, vraiment, d'avoir un aussi grand panel et une aussi grande richesse d'enseignement sur notre territoire. Vraiment, là, c'est chouette. Effectivement, nous avons de la chance. Oui. Merci à toi. On va t'écouter, merci. Alors voilà, comme j'ai promis, on va essayer de vivre l'instant présent en musique et en danse. Et on commence ça tout en improvisant avec Stéphanie, qui j'invite ce soir à mes côtés. Alors, je danse pas, Raminta. Oui, tu vas découvrir, on danse en fait sur l'instrument. D'accord. Je n'ai jamais joué d'instrument, messieurs, dames. Alors, je croise les jambes. Alors, tu te rappelles, on va créer le temps. C'est un lien avec tous nos enseignements, d'ailleurs, de culture et formation musicale aussi. On appelle ça la pulsation. Pulsation qui est le cœur de la musique, comme le cœur de l'humain. Si la pulsation bat, la musique existe. J'ai pas intérêt à me louper. Alors, c'est simple. Tu vas mettre ta main sur la mienne. Voilà. Tu te détends. Voilà, et tu vas jouer cette petite note-là entre deux touches noires, qui est le Ré. À la pulsation que tu veux. Et tu danses. Et tu peux même jouer avec la main gauche en même temps. Détends la main au-dessus du clavier. Voilà, et tu continues, s'il te plaît.
Voilà un petit instant ensemble. Merci. Merci à toi. On continue. Ces petites approches de pulsation nous permettent aussi, en parallèle, en s'inspirant de répertoires écrits, d'apprendre la manière, comment la musique qu'on joue maintenant depuis des siècles est née et comment elle est maintenant nous transmise par les partitions. Et c'est des moyens de jouer la musique qu'on apprend grâce aux partitions. Et on s'enrichit par cette lecture, on va dire, et on peut, du coup, sourcer nos improvisations à nous. En revanche, je vais vous jouer une improvisation écrite par Johann Sebastian Bach.